En 1973, la police de Santa Cruz reçoit un étrange appel. Il s'agit d'un homme qui décide de se rendre pour avoir commis 10 meurtres, dont celui de sa propre mère. Cet homme, ils le connaissent, c'est Ed Kemper, et ils le connaissent vu qu'ils allaient souvent boire des coups ensemble dans le bar à côté du commissariat de police de Santa Cruz. Ils le pensent bourré et lui raccrochent au nez. Pourtant, cet homme est bien un meurtrier. Ils vont donc à son domicile pour l'arrêter et ils y trouvent un géant de 2,6 m, 136 kg, avec un QI supérieur à celui d'Einstein. Ed Kemper est donc arrêté pour ces 10 meurtres, dont celui de sa mère. Et vous trouverez ici une interview doublée par mes soins. Je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas une autorité. Juste quelqu'un qui a tué pendant presque 20 ans. Pouvez-vous me dire combien de gens pourraient commettre des crimes comme vous? Ce serait une supposition, mais bien plus de 35. Ce n'est pas impossible que cela arrive dans cette société. Cela arrive. Y a-t-il plus de gens? Ils n'ont pas abandonné. Elle n'a pas abandonné. Je l'ai fait. Je suis sorti de l'ombre. Et ce que je dis, c'est que certaines personnes préfèrent rester dans l'ombre. Qu'est-ce que les gens voient? Un mec bien. Vous aimez Kemper? J'aime Kemper. Vous êtes capable d'avoir l'air d'une personne ordinaire et non menaçante. J'ai vécu comme une personne ordinaire la plupart de ma vie, même si en parallèle je vivais une vie de plus en plus dérangée. Une autre vie. Une victime est rentrée dans ma voiture, dont je sortais. Elle m'a ouvert la porte. Mon arme était déjà sous le siège. Pourquoi devrais-je vous raconter tout ça? Pour recevoir des baisers et de l'amour? J'essaie juste de vous montrer à quel point cette rage intérieure peut vous contrôler. C'est une rage intérieure. C'est juste une énergie incroyable, aussi positive que négative. En fonction de votre humeur, cela déclenchera l'une ou l'autre. Et à l'extérieur, je donne parfois l'impression d'être troublé, d'autres fois de mauvaise humeur, et d'autres fois parfaitement serein. Pas vraiment sain, mais encore une fois, les gens ne sont pas capables de réaliser ce qui se passe. Entre 1972 et 1973, une série de meurtres a choqué la Californie du Nord. Des étudiantes ont commencé à disparaître après avoir fait de l'autostop. 2 des victimes ont été prises en stop sur le campus de l'Université de Californie à Santa Cruz. C'est là où travaillait la mère d'Ed Kemper en tant qu'assistante administrative. Vous étiez impliqué dans la vie du campus car votre mère y travaillait? Oui. J'étais aussi impliqué dans le meurtre d'étudiantes parce que ma mère était associée au travail universitaire et aux activités étudiantes féminines de l'université. Elle avait une position critique et violente face aux hommes. D'après ce qui m'a été rapporté, ma mère était malade, en colère, affamée, mais une femme très triste. Je la détestais, mais je voulais aimer ma mère. Je regardais l'alcool augmenter, je voyais sa vie sociale baisser, je l'ai regardée devenir bizarre. Elle avait de terribles douleurs de sa vie passée. De son éducation, de mariage raté avec mon père. Je suis un rappel constant de cet échec. Je déteste le distiller comme cela. En un mot, la réalité est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui mènent à tout ce qui est arrivé. Mais c'est ce qui s'est passé. Ça ne représentait pas qui était ma mère, mais ce qu'elle aimait, ce qu'elle désirait, ce qui était important pour elle. Et je l'ai juste détruit. Mais pourquoi avoir tué toutes ces filles? Ma frustration, mon incapacité à communiquer socialement, sexuellement. Je n'étais pas impuissant, mais émotionnellement j'étais impuissant. J'avais peur de l'échec et des relations hommes-femmes. Je n'y connaissais absolument rien dans tout cela, même pour m'asseoir et parler avec une jeune femme. J'ai besoin de savoir communiquer. Et assez ironiquement, c'est pourquoi j'ai commencé à enlever des gens. Je choisissais des jeunes femmes et j'allais un peu plus loin à chaque fois. C'était de plus en plus audacieux. Au début, je n'avais pas d'armes. Je conduisais seul à un endroit inaccessible où personne ne pouvait nous voir, où je pouvais agir librement. Et je me disais non, je ne peux pas. Et puis j'ai pris un pistolet dans la voiture, caché.
Et j'avais cette envie irrépressible, cette horrible rage que je sentais à l'intérieur, consumer mes entrailles. Cette passion fantastique, ça me submergeait. C'était comme une drogue, comme de l'alcool. Un peu suffit au début, et puis vous en avez de plus en plus besoin. Vous en prenez de plus en plus, là rien ne change. Donc finalement le moment est venu. J'ose sortir ce pistolet en réalisant que si ce pistolet sort, quelque chose doit arriver. Et ça allait arriver. Je ne l'ai pas vu venir, mais ça allait arriver. Je jouais un jeu dangereux avec une arme chargée. À une occasion, Kemper enleva 2 colocataires à Berkeley. Lors de ce premier meurtre en mai 72, lorsque j'ai sorti ce pistolet, je l'ai sorti par peur. Je l'avais sous ma jambe, hors de vue, parallèle à ma jambe, dans le siège. C'était quelque chose qui avait été imaginé dans mes fantasmes, agi, ressenti, des centaines de fois avant que cela arrive. Kemper les a conduits sous la menace d'une arme dans une zone isolée d'un parc. Il a pris l'une des deux dans le bois, laissant la seconde fille attachée dans la voiture. J'ai vécu une horrible expérience avec sa colocataire en la poignardant. Et j'étais sous le choc à cause de ce que je venais de faire. Je ne pouvais pas y croire. Je suis retourné à la voiture, perplexe. Je suis devenu un tueur. Je ne pouvais pas la laisser partir, ou elle allait le répéter à tout le monde et j'allais me faire prendre. Elle a vu le sang sur mes mains. Qu'avez-vous fait? Elle a reculé et crié, et j'ai pensé, waouh, je ne veux vraiment pas qu'elle sache ce qui s'est passé. Je lui ai dit, ton ami a voulu jouer la maline avec moi, mais je ne l'ai pas frappé. Je l'ai tué, mais je ne l'ai pas frappé. J'ai dit, ta copine a voulu jouer la maline avec moi, et je l'ai frappée. Je pense que j'ai dû lui casser le nez. Tu devrais venir l'aider. Elle est sur le point de mourir. Pourquoi devait-elle savoir ça? J'étais incapable de lui dire ça. Quand je l'ai attaquée, au début, elle n'a pas réalisé ce qui se passait. Je l'ai frappée dans le coffre de la voiture, mais ça n'a pas traversé ses vêtements. Ce n'est donc pas un meurtre au couteau. Bref, je suis allé chez un prêteur sur gage acheter un énorme couteau. Puis j'ai continué à l'attaquer sans réfléchir. Et elle est retombée dans le coffre. Je venais de tuer une jeune femme. J'ai fermé le coffre. Elle n'était pas morte. Elle était mourante et j'ai paniqué. Je pensais que je venais de verrouiller la voiture, clé dedans, parce que je ne les trouvais plus dans ma poche. Oh mon Dieu, je les ai laissés dans le coffre. J'ai donné un coup de pied au-dessus pour l'arracher. Oh non, je n'y croyais pas. J'ai commencé à courir et je suis tombé sur l'arme que j'avais totalement oubliée dans mon pantalon. À ce moment-là, je me suis calmé et arrêté pour réfléchir et reprendre mes esprits. Je me suis dit, fouille toutes tes poches. J'ai pris l'arme, je l'ai replacée dans mon pantalon. J'ai vérifié toutes mes poches et il y avait les clés dans la poche arrière. Je ne les mets jamais dans la poche arrière. Je pensais que j'étais assez banal et j'y suis allé et tout m'est tombé dessus. Ce premier double meurtre les 24 premières heures, il y avait clairement 3 fois où j'aurais dû être arrêté et je ne l'ai pas été parce que 3 individus différents ou 3 groupes différents de gens ont eu peur et se sont souciés de leurs affaires et ont regardé de l'autre côté. Même après les avertissements de la police contre l'autostop et l'augmentation des horaires de bus sur le campus, Kemper n'avait aucune difficulté à récupérer les autostoppeurs. Ironiquement, un avertissement conseillait de monter uniquement dans les voitures avec des autocollants universitaires. Or, la voiture de Kemper avait cet autocollant. Ma mère travaillait sur le campus et j'avais un autocollant ACE sur ma voiture. Un accès évident de jour comme de nuit au campus. Je ramassais de très belles jeunes femmes, et vous savez de quoi nous parlions pendant le trajet, aussi bizarre que cela puisse être? Pourquoi ce mec peut-il commettre de telles atrocités? Et à la seconde où elles en parlaient, je savais que ce ne serait pas un tour de voiture gratuit. Je n'en ai touché que 4 sur 10, promis. Et elles n'arrêtaient pas de parler de ce mec, ce à quoi il pouvait ressembler, comparer leurs notes, se demander pourquoi il faisait ça. Alors comment les faire monter sachant qu'un tueur rôdait? Elles ont jugé que je n'étais pas cet homme. Je n'y ressemblais pas. Ça devenait plus facile à mesure que je m'améliorais.
Je devenais moins détectable. J'ai commencé à être dans cette invisibilité, coupant une tête humaine en deux têtes en fait. La nuit, devant la résidence de ma mère avec elle à la maison et ma voisine à l'étage, baie vitrée ouverte, rideau ouvert, à 11 heures du soir, les lumières allumées. Elles avaient juste à s'approcher et regarder dehors et elles m'auraient vu. Pourquoi gardiez-vous les têtes après les avoir tuées? Quelque chose venant de mon enfance. Mon père coupait des têtes pour gagner sa vie et ma mère insistait pour que je les mange au dîner, vous voyez? On peut dire que c'était quelque chose de simple, mais je ne pense pas que ça l'était. Quand mon père rentrait avec une hachette, je me rappelle que je prenais mon vélo et je roulais sans m'arrêter faire le tour du bloc. Je pleurais. Je n'en ai pas parlé pendant des années. Je suis sûr que cela a implanté quelque chose en moi. Cela a développé une sorte de fantasme qui a mis beaucoup de temps à se déclencher. Comment êtes-vous capable, en une minute, de vous retrouver avec la tête découpée de quelqu'un dans vos mains? C'est un fantasme lié à cette histoire de tête coupée. Et 5 minutes après, je les mets à distance. Il reste des marques sur la porte, mais je rejette tout ça et j'ouvre la porte. Et la propriétaire est là et on commence à discuter. Discuter de quoi? De la réalité. Sa réalité, pas la mienne. Certaines personnes deviennent folles au point qu'il est infernal de leur faire comprendre qui je suis. Et il flippe juste à l'idée de me voir dans les escaliers avec un sac appartenant à une jeune femme avec sa tête coupée à l'intérieur. En retournant à mon appartement, je croise un couple à l'air amoureux dans les escaliers. Il ne me sourit même pas alors qu'il passe à côté de moi. Bonne soirée. Ils partent à leur rendez-vous amoureux, exactement là où j'adorerais pouvoir aller et là où je suis conscient à quel point la distance entre nous trois est à la fois traumatique, impressionnante et violente. Je suis vraiment oppressé à l'intérieur. C'est de la paranoïa, mais j'imagine à quel point cela suffit à faire péter un plomb à quelqu'un. Mais je ne deviens pas littéralement fou. Je ne me laisse pas aller. Et pendant ce temps, Kemper était capable de passer pour un homme normal. Il se rendait dans un bar de l'autre côté de la rue où se trouvait le tribunal et où il se liait d'amitié avec des policiers pour récupérer beaucoup d'informations. Ils m'ont payé des bières, je leur en ai payé. C'était des amitiés normales. Mais c'était surtout dans le but de parler de l'affaire et d'avoir des informations. Je savais qu'ils n'avaient ou ne donneraient que peu d'informations, mais il y avait certaines choses qui me taraudaient, comme ce qu'ils pensaient sur la manière dont ces femmes étaient mortes. Comment avez-vous eu toutes les connaissances nécessaires pour brouiller les pistes? En regardant la télévision, croyez-le ou non. Les histoires de police, pas seulement les traits de caractère qu'ils recherchent pendant leur procédure, la mécanique, la logique derrière, leur manière de se comporter. Je ne pouvais pas me permettre d'être reconnu comme une menace potentielle. Un comportement. Et l'un de ces comportements est de ne pas trop leur parler spécifiquement de ces crimes. Initier une conversation sur le sujet. Il y a eu un service religieux en mémoire de 2 victimes. Oui. Vous y êtes-vous rendu? Oui. Mais j'avais vu trop d'épisodes, trop de documentaires criminels où les investigateurs se mêlent à la foule et prennent des photos pour déterminer si le tueur potentiel en fait partie et éliminer les suspects potentiels. Certains départements de police ont fouillé votre maison pour récupérer une arme à feu. Oui, l'un des détectives était contrarié parce qu'il avait entendu que je détenais un Magnum 44.